Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle VOD consacrée à Vicré. Alors ce soir nous allons parler... Attends, je vais peut-être diminuer un peu la musique. Je sais pas si vous c'est peut-être un peu fort. Moi c'est fort. Diminuer un petit peu ici. Voilà. Alors, ce soir nous allons parler de la Vicré. Donc c'est quoi? Et ces types, les types qui existent. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur notre chaîne YouTube pour expliquer ce que c'était, mais vu que c'est un truc qui évolue constamment et que je rajoute toujours des nouveaux éléments, je me suis dit on va peut-être faire une mise au point et on va voir un peu tout ce qu'il y a dedans. Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce n'est pas grave, on va repartir des bases, donc vous ne serez pas trop perdus. Et pour ceux qui l'ont vu, vous noterez peut-être les changements et les rajouts que je vais faire. Donc, déjà, il y a 3 types de Vicré. Il y a la Vicré conquérant, la Vicré métamorphique et la Vicré apocalypse. Et chaque Vicré a ses particularités et a ses avantages comme ses inconvénients. Et chaque Vicré a aussi une manière d'agir qui est différente des autres. Donc, on va commencer sans plus attendre. Alors, la première Vicré, la Vicré de type 1, c'est la Vicré conquérante. Donc, type 1, conquérante. Alors, c'est une Vicré qui agit sur l'environnement. Donc, j'essaie de faire une belle phrase quand même. Environnement et permet à son manière de le contrôler dans une certaine mesure. Alors, la Vicré de type 1, la particularité de cette Vicré, c'est qu'elle est limitée à un seul élément, mais par effet de racine, on peut développer plein de nouveaux pouvoirs qui découlent de cet élément-là. Donc, si je devais comparer la Vicré de type 1 à quelque chose, ce serait un arbre. Et la première Vicré que tu débloques, c'est ta première racine. Et à force de connexion logique et de réflexion, tu peux développer de nouveaux pouvoirs qui découlent en fait de cet arbre qui est vraiment ta Vicré originelle, qui va servir de base de réflexion pour développer tous tes autres pouvoirs. Parce qu'en fait, la Vicré de type 1, elle a... déjà, la Vicré, en général, elle se développe beaucoup en fonction du mental de la personne. Par exemple, une personne qui va trouver qu'il y a une connexion très logique entre, je sais pas moi, par exemple, l'eau et, je sais pas moi, les robots, eh bien, va réussir à contrôler tout ce qui est robotique, alors que la plupart des personnes vont peut-être se dire que l'eau, c'est plus la glace ou la pluie à la rigueur, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment selon le type de réflexion et le mindset des personnes que la Vicré va se développer. Et donc quand je parle de connexion logique, c'est par rapport à la logique de l'individu et non pas à la logique normative. Ce qui fait que deux personnes ayant le même tronc, donc la même Vicré, donc par exemple deux personnes qui manipulent le feu, n'auront peut-être pas le même développement. Par exemple, une personne qui manipule le feu peut vraiment s'axer autour du feu et développer
développer son arsenal, comme par exemple, je sais pas moi, le feu, ça permet, il peut dériver sur la lave et ce genre de choses. Ou alors, une personne avec une mentalité, on va dire à part, pourra par exemple se dire: «Tiens, bah, le feu, c'est un peu, ce qui permet de, je sais pas moi, c'est un peu la chaleur, donc ça permet aussi de manipuler, tout ce qui est, système, de pompe, ou alors de, manipuler donc le froid, parce que le froid, c'est juste de la chaleur, mais qui ne bouge pas, c'est une chaleur négative. Donc il peut par exemple du coup dériver après, sur de la glace, qui est une des conséquences de cette absence de chaleur. Enfin voilà, selon, la réflexion de la personne et son développement, ils vont vraiment dériver sur des, nouveaux pouvoirs différents. Ce qui fait qu'à la base, un type 1 peut avoir un seul pouvoir, puis après développer son arsenal, ouais, développer son arsenal, bien que même à un point où ça peut ne plus rien avoir avec le type de base. Donc voilà, on est sur le type 1, donc c'est un départ assez restreint. Puis à force de maîtriser ce pouvoir et de développer sa réflexion et ses tests, tu, peux développer, de nouveaux pouvoirs. Toujours en te basant dessus. Donc, maintenant je vais écrire ça. Contre, je sais pas pourquoi ici, je n'arrive pas à voir le chat. Mmh. OK, c'est bon, j'ai le chat. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Est-ce que j'ai bien synthétisé la setting? Mmh. Ouais, ça me semble pas mal comme synthèse. Donc ensuite, une fois que la personne a, sa vie créée, il y a, ce qu'on appelle, une fois que la personne atteint un stade de vie créée, assez développé, il y a, ce qu'on appelle le domaine. Alors le domaine, c'est un peu, l'apex du type 1. Ça veut dire, c'est vraiment, le niveau, maximum de que la personne peut atteindre, et c'est aussi ce qu'on pourrait dire peut-être le, début du vrai type conquérant. Non, je fais une nuance, voilà.
Du coup, c'est aussi ce que je voulais dire, du coup, c'est le début aussi un peu du type conquérant dans le sens où tu vas vraiment commencer à, sentir cette idée de, «Je contrôle la réalité». Alors je m'explique parce que le domaine en fait, c'est, une capacité où, tu vas, imposer ta vie, ta réalité ou ton imagination à la réalité. C'est-à-dire tu vas avoir tu vas pouvoir développer, un périmètre dans lequel tu vas contrôler tout ce qui se passe. Tu vas devenir une sorte de dieu dans cette zone définie où, tu peux par exemple, décider que, cet endroit va être plus rocailleux ou que cet endroit va, contenir, je sais pas moi, de la lave ou alors une mer ou une forêt. Ou alors, c'est un endroit vide avec du néant ou qui n'a pas d'air. Enfin, voilà, c'est un endroit où vraiment tu décides de tout ce que tu veux, c'est toi qui bâtis tes règles. Et évidemment, il y a plusieurs niveaux de domaine, hein. Le domaine, c'est vraiment un peu là où la vie crée, jusqu'à avant le domaine, on pourrait dire, c'est limite la phase d'apprentissage. Et le domaine, c'est vraiment, là où on reconnaît que tu es quelqu'un d'expérimenté au niveau, global. Donc ce domaine, tu peux donc y mettre ce que tu veux, tu peux donc faire des nouveaux environnements, tu peux aussi agir sur les lois de la physique, parce que ce domaine est coupé des lois, qui régissent normalement l'univers. Donc tu peux, faire ce que tu veux, tu peux faire par exemple que, je sais pas moi, la lumière, en fait, ça ne permet pas d'illuminer, mais ça assombrit, ou alors que le feu, il faut le boire pour. Le feu, c'est l'équivalent de l'eau, ou que, je sais pas moi, qu'on peut nager dans de la terre, enfin, voilà. Donc tu fais un peu ce que tu veux, et tu peux aussi y créer des formes de vie. Alors, ces formes de vie, c'est un peu des invocations, et tu peux en invoquer théoriquement autant que tu veux, ou du moins autant que ta vie créée le permet. Donc tu peux en invoquer une, ou 10, ou 100, ou 1000, 1 000 000, 1 milliard. Enfin, il y a pas de limite théorique, mais ces invocations sont limitées à ton périmètre d'action, à ton domaine. Ça veut dire qu'une invocation ne peut pas sortir du domaine. C'est ouais, c'est une invocation avec condition de rester, d'avoir d'abord posé ton domaine. Donc, ces domaines, du coup, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Ça dépend de ton avancée dans le développement de ce domaine. En général, un domaine, plutôt vieux, enfin sur lequel tu as, travaillé dessus depuis longtemps, plusieurs années, plusieurs décennies, avec qui tu as traversé de nombreux combats. Ça va être un domaine assez développé qui est orienté pour ton style. Mais un domaine jeune, par exemple, va juste être, un domaine qui, va juste exister et un petit peu favoriser la personne. Donc dans ce domaine, théoriquement, quand tu as un domaine, tu t'avantages, hein. Tu ne crées pas un domaine pour te désavantager. Tu fais un domaine où tu as juste du coup un terrain qui t'aide enfin, qui te favorise pour pouvoir utiliser ta vie créée. Par exemple, si tu as un domaine de type terre et que tu l'invoques dans un endroit, par exemple, je sais pas moi, la banquise où il n'y a pas vraiment de terre à proximité, bah ça va te faciliter l'utilisation de ta vie créée parce que tu pourras utiliser la vie créée que tu as dans ton domaine, quoi. Donc ça peut être donc ça peut être un domaine de terrain, ça peut être un domaine de buff, donc d'amélioration. Par exemple, dans ce domaine-là, tu es, je sais pas moi, tu es beaucoup plus puissant, tu es invincible, ou alors tes attaques touchent, peu importe la distance qui se sépare de la cible, par exemple. Ou alors ça peut être aussi, je sais pas, un domaine qui permet
de soigner, dans lequel, par exemple, tu délimites un périmètre et les personnes qui sont dedans sont, soignées automatiquement. Ou alors ça peut être du coup un domaine, qui est, autonome et qui fait que s'il y a des individus qui rentrent dedans, ces personnes vont se faire attaquer automatiquement par le domaine, soit par l'environnement, soit par les créatures qui y habitent. Voilà, je vais donc marquer ça. Moi, je vais maintenant écrire ça du coup, vu que je n'arrive pas à expliquer le truc, à écrire en même temps. Le domaine est la forme ultime du type 1. Il consiste à, je mets un R majuscule pour dire que c'est vraiment la réalité dans laquelle on vit. Bon, je vais pas détailler c'est quoi les niveaux parce que ça me semble, bon, en gros, il y a pas vraiment de niveau, délimité, quoi. C'est des niveaux, qui sont, là enfin, c'est une courbe de progression, quoi. C'est pas genre tu es là, puis après tu es là, puis après tu es là. C'est continu la progression et théoriquement, il y a pas de enfin, la limite du domaine, ce serait quelque chose comme, arriver à contrôler l'univers entier, arriver à imposer son domaine à tout l'univers, par exemple, ce serait une limite, possible? L'univers, pour le moment. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter sur le domaine? Ah oui, comment, s'échapper d'un domaine? Parce que, vu comment j'en parle, on a un peu l'impression que, c'est tout puissant un domaine, hein, vu comment je l'explique. Alors un domaine, tu peux t'en échapper, mais il te faut remplir quelques conditions. Donc soit tu as une vie créée, bien plus puissante que le mec et du coup tu arrives à t'échapper du domaine par la force brute, donc en le détruisant, hein, vraiment juste. C'est-à-dire que tu utilises ta vie créée et tu démontes le domaine du mec. C'est la solution vraiment, si tu es puissant. Autrement, si tu es de force plus ou moins égale, tu vas utiliser ton propre domaine, si tu es de type 1, pour, contrer les effets du domaine adverse et tenter de prendre le dessus pour attirer l'autre dans ton propre domaine. Ce qui fait que, visuellement, c'est que s'il y a une personne qui contrôle un domaine de glace et une personne qui contrôle un domaine de feu, et qu'ils sont tous les 2 en train d'utiliser leur domaine pour attaquer l'autre, bah, ça fait un peu une puck hazard, hein. Ça veut dire il y a vraiment une zone de conflit où le feu et la glace s'entremêlent et en plus, si les 2 ont des invocations, alors là, c'est vraiment une sorte de, vraiment de guerre entre 2 armées, quoi.
Donc visuellement, c'est très c'est impactant. Je sais pas si vous arrivez à bien vous imaginer ça, mais voilà. Donc il y a cette possibilité-là et si tu es, si tu es plus faible que la personne et que tu es dans un domaine, soit tu te fais éclater. Bon, ça c'est l'éventualité où tu bon, bah, là tu as pas de chance, hein, là tu es mort. Ou alors, pour y réussi il faut réuss que tu t'échappes du domaine d'une manière ou d'une autre. Donc, je sais pas, il faut que tu arrives à être plus malin que le mec qui a créé le domaine et ça peut se révéler plus ou moins compliqué selon le type d'adversaire que tu affrontes. Si c'est par exemple un domaine de terrain et que le terrain est, et que le domaine est clos, ça veut dire, c'est vraiment une sorte de dôme quoi, le domaine, tu ne peux pas, t'en sortir, tu es un peu dans le caca. Si c'est un domaine qui est ouvert, donc il y a pas de délimitation physique pour en sortir, il faut juste, réussir à t'échapper le plus rapidement possible avant de te faire défoncer. Et autrement, c'est vraiment selon ta vie créée, ce que tu as et ton improvisation. Voilà. Alors, soit tu dois, heu, t'échapper du rayon d'action de ton adversaire. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vais peut-être juste mettre le domaine en gras. Hop. Hem, du coup, il y a aussi un énorme jeu de mind game, dans le sens où tu peux faire penser à ton adversaire que tu n'as, qu'une seule vie créée, enfin qu'une seule racine de conquérant et que du coup tu peux cacher les autres en fait en utilisant qu'une seule vie créée dans le combat pour faire penser à ton adversaire que tu n'as que ça et le faire pro et le faire tomber dans un piège en le contrant sur une attaque, avec une autre vie créée auquel il s'attendait pas. Ou alors tu peux faire genre que tu es, je sais pas, il y a plein de possibilités en fait avec les types, de vie créée, vu que quand tu es à un assez haut niveau de, type conquérant, en fait, tu es équivalent à un type 3 en fait, à peu près, hein. Tu Ça veut dire tu as plusieurs types de vie créée, qui ont évidemment tous la même racine, hein. C'est ta première vie créée à partir de laquelle tu t'es développé et en fait, tu peux adopter plusieurs styles. Tu peux faire penser que tu es un type 3. Le type 3 qui a le comme des a comme qui est naturellement capable de faire tout et n'importe quoi avec sa vie créée, mais qui entre contrepartie a très peu de vie créée. Donc c'est faire penser que tu pourras pas attaquer très longtemps pour pousser l'adversaire à, te finir vite, enfin, ou plutôt à faire durer le combat pour que
pour qu'il pense pouvoir t'épuiser, alors que c'est toi qui l'épuises. Ou alors tu peux te faire passer pour un type 1, mais pas très développé, donc en utilisant qu'une seule vie créée ou deux. Et puis après surprendre l'adversaire en l'enfermant dans ton domaine et l'éclater. Et donc l'une des premières stratégies à avoir quand tu combats un manière de vie créée, c'est déterminer quel est son type et quelle est sa racine. Enfin, sa puissance, ouais, son pouvoir, quoi. Déterminer si c'est un type 1, un type 2, un type 3. Le type 3 en général, il va se remarquer assez facilement, c'est la personne qui agit très peu, mais qui va agir à un moment crucial, parce que le type 3 est du coup, comme je vous ai dit, un très faible pool de mana. Le type 2, s'il n'est pas à très haut niveau, ça se voit, en fait, vu qu'il y a des transformations physiques. Et le type 1, c'est peut-être le plus tricky, parce qu'il peut se faire passer pour un type 1 faible ou alors un type 3. Du coup, il faut réussir à déterminer ça en fonction de la durée de... Donc, du coup, sur sa durée de combat. Du coup, il y a énormément de réflexions à avoir pendant un combat. Et il faut réussir à savoir si telle personne est plus type 1 ou alors type 2 ou type 3. Quel est son type de vie créé? Quelles sont ses capacités? Comment je peux la contrer? Voilà, il faut réussir à trouver tout ça. Et après, du coup, c'est vraiment énormément d'improvisation. Les combats, il faut vraiment s'adapter à son adversaire. Et il n'y a pas de manuel pour dire, genre le type 1, tu le bats comme ça. Non, c'est vraiment en fonction de l'adversaire. Et il faut du coup s'adapter constamment son style de jeu, parce que tu peux très bien te retrouver contre un adversaire qui adopte un style de jeu précis juste pour te faire penser qu'il a que ce style de jeu là. Bref, maintenant le type 2. Le type 2. Type 2 slash métamorphe ou polymorphe. C'est en gros de la transformation physique. Voilà. Donc le type 2, du coup, comme je viens de lire, du coup, c'est un type qui se base du coup sur les transformations physiques du corps. C'est-à-dire que tu vas te transformer par exemple, transformer ton bras en, je sais pas moi, une patte d'ours, ou alors ta tête en tête de lion, ou tes jambes en, je sais pas moi, en patte d'éléphant, ou alors te transformer totalement en éléphant, enfin voilà. Le type 2, contrairement au type 1, il a un classement plus défini, là où le type 1, il est quand même assez flou, hein, c'est-à-dire tu as genre plusieurs racines, et puis après tout en haut tu as le domaine. Le type 2, il y a vraiment 4 stades d'évolution dans le type 2. Et du coup, le type 2, il y a vraiment une notion importante, c'est l'assimilation. C'est-à-dire à quel point tu peux assimiler une de tes transformations. Parce que le type 2, théoriquement, il peut avoir autant de transformations qu'il veut. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est avoir la vie créée suffisante pour pouvoir faire ses transformations. Et réussir à bien les intégrer et s'en souvenir aussi. Parce qu'on rigole, mais si tu as 500 transformations tous différentes, je suis pas sûr que tu vas t'en souvenir des 500. Donc le type 2, où c'est sur des transformations physiques, théoriquement, tu peux, dans le type 2, il y a une phase, c'est du coup l'assimilation, c'est tu dois t'approprier une transformation. Donc tu peux te baser sur un vrai animal existant déjà, ou alors un mélange d'animal, ou une transformation totalement imaginée.
Une fois que tu as l'image en tête, tu dois lui attribuer tu peux lui attribuer des pouvoirs. Par exemple, tu peux décider que cette transformation peut, je sais pas moi, cracher du feu et en même temps, manipuler la foudre, et elle peut voler. Enfin, tu peux lui coller tout ce que tu veux, tant que tu as la vie créée nécessaire pour l'invoquer. Et évidemment, plus tu lui colles les pouvoirs, plus la consommation monte. Et pour les choses vraiment très puissantes, comme par exemple, je sais pas moi, manipuler le temps, déchirer la réalité, remonter dans le temps, effacer l'existence d'une personne, vraiment les pouvoirs totalement pétés, tu as évidemment des consommations vraiment excessives et vraiment très coûteuses, quoi. Mais c'est possible en théorie. Donc le type 2, il a 4 phases. Il a la phase animale. La phase animale, c'est la première étape, c'est la transformation totale en l'animal. Ça veut dire que tu t'appropries le corps de ton animal, de ta bête, de ta transformation. Et tu as du coup ses pouvoirs. Ses pouvoirs, quoi. Tu as les pouvoirs que tu lui as attribués, et en général, c'est la première étape. Non, pas en général. Tout le temps, tu commences toujours par cette phase-là. Elle peut être plus ou moins longue, comme toutes les autres phases, et elle débouche sur la phase semi-humaine. La phase semi-humaine, c'est une étape où tu peux, en gros, juste transformer certaines parties de ton corps en parties animales. Alors, par exemple, du coup, un bras, je sais pas moi, un bras d'ours avec et des jambes de cheval, mais sans pour autant perdre tes capacités de. Sans perdre pour autant les capacités que tu lui as attribuées. Ça veut dire, si tu as, je sais pas moi, une capacité de lance-flamme par la bouche, bah, le fait que tu fais une semi-transformation seulement, tu ne perds pas cette capacité de lance-flamme par la bouche. Et oui, je montre ma main parce que tu peux aussi, du coup, sortir la tête de ton monstre par la main, hein. C'est une transformation physique, mais c'est pas forcé de correspondre les parties du corps et les parties du monstre, hein. C'est pas non plus un calque. Ensuite, phase 3. Déjà, phase 3, tu commences à avoir un assez bon niveau. La phase 3, c'est la transformation humaine. La transformation humaine, c'est vraiment la fin de la transition vers un humain total. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de transformer tes membres en animal, ou en la chose que tu as assimilée. Mais à la place de cette non-transformation, tu as ce qu'on appelle un noyau de puissance qui, en gros, renferme ta part animale que tu finis d'assimiler totalement. Et ce noyau, du coup, correspond un peu au catalyseur par lequel va passer ta vie créée. Donc il peut être placé un peu partout sur le corps, c'est au choix du détenteur. Et c'est aussi ton point faible durant cette phase 3. Parce que si on arrive à trouver ce point et à le briser ou à l'attaquer d'une quelconque manière, ça va momentanément couper ton lien avec la vie créée. Parce que du coup, tu n'auras plus de catalyseur. Et ce fait du coup que tu auras quelques instants où tu seras à la merci de ton adversaire. Du coup, il faut savoir bien placer son noyau en fonction de son style de combat et de ses faiblesses, de ses habitudes. Par exemple, exposer tel endroit du corps à l'adversaire dans son style de combat, et réussir du coup à le placer à un endroit où tu le protèges plutôt assez. Après, évidemment, faut pas non plus montrer trop que tu protèges un seul endroit, parce que ça peut aussi trahir la présence de ton noyau.
Et à la fin, du coup, la dernière phase, c'est la phase spirituelle. La phase spirituelle, tu n'as plus ton noyau, c'est totalement assimilé. Et c'est une phase dans laquelle tu vas pouvoir utiliser les pouvoirs de tes transformations. Donc par exemple, si tu as... je sais pas, moi, si tu as... Oh, excusez-moi. Si tu as un phénix, par exemple, qui crache du feu, on va rester très simple, eh bien, tu peux manipuler les flammes et renaître de tes cendres sans pour autant devoir te transformer en phénix ou transformer une partie de ton corps en phénix. Et aussi, ce qui est du coup la caractéristique du type 2 totalement maîtrisé, c'est que tu peux, en plus de te battre toi, invoquer ton animal à tes côtés. C'est-à-dire ton phénix, il peut se joindre à la bataille avec toi, sous forme spirituelle, vu que c'est plus son esprit que vraiment une forme physique, mais tu as du coup cette capacité-là. Et du coup, tu as du coup cette gradation de 4 étapes pour chaque nouvelle transformation que tu auras. Et du coup, à toi de sélectionner, d'assimiler et de faire progresser ta transformation petit à petit. Ce qui fait que théoriquement, si tu assimiles énormément d'animaux, de transformations, et que tu les montes tous au stade spirituel, tu peux te retrouver à te battre contre un ennemi avec genre 50 bêtes qui sont à tes côtés. Donc oui, le type 2 est extrêmement puissant. Mais en même temps, il n'y a pas ce côté domaine, quoi. Le type 2, c'est vraiment de la pure automodification, autotransformation. Et ça a ses avantages comme ça ses inconvénients, mais selon les choses que tu as attribuées à tes animaux, tu peux te faire totalement passer pour un type 1. Donc, maintenant, on va noter ça. Je vais faire comme ça. Alors maintenant que j'y pense, je vais noter ça là. Et rajouter cette vie. Je vais rajouter les informations ici. Cette vie créée.
Voilà. Alors, tac, le stade semi-humain. Je vais rajouter que on peut. Voilà. Que je rajoute autre chose. Le stade animal, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. C'est vraiment le stade d'entrée en matière. Donc, c'est pas, c'est pas le stade le plus intéressant. D'ailleurs aussi, après, selon la personne, maintenant que j'y pense, mais selon ton style de combat, tu peux totalement juste inventer des styles enfin des animaux ou des transformations très simples, très basiques, et du coup facilement assimilables pour ensuite les utiliser comme ça. Et par exemple, c'est vraiment au choix de l'individu s'il veut avoir une transformation multitâche ou plusieurs transformations qui sont utilisables, quoi. Faciles, mais pas forcément très puissantes en soi. Donc tu peux genre claquer 10 transformations sur des animaux basiques, genre par exemple avoir un rhinocéros, un ours, un requin, enfin voilà ce genre de choses, juste pour pouvoir les utiliser, par exemple de manière utilitaire, quoi, le requin pour nager dans l'eau, un faucon pour pouvoir voler, enfin voilà. Il faut aussi, je pense qu'il y a quand même certaines transformations, tu ne peux pas passer à côté, quoi. Tu as forcément des transformations peu coûteuses, juste pour pouvoir les utiliser de manière utilitaire. Par exemple pour fuir un combat ou ce genre de choses. Ou juste pour te déplacer, hein. D'ailleurs, Stella, sur la plupart de ses transformations, elle est au stade semi-humain, ça veut dire, ou au stade animal. Il y a pas, pour l'instant, elle n'est pas encore au stade humain. Le stade humain d'ailleurs, hop. Comment on pourrait appeler ça, un noyau animal? Mettre ça entre parenthèses. Noyau animal.
En général, un noyau, ça prend énormément de temps à reconstruire, du coup, si tu arrives à briser un noyau, c'est vraiment genre ça signe, l'arrêt de mort un peu, de l'adversaire en combat, 1v1. Parce que, si juste tu le frappes et que tu romps la connexion, il peut, réussir à la récupérer, dans l'espace de quelques secondes. Genre, 10-20 secondes, tu laisses 10-20 secondes ou moins selon son avancée dans le stade humain et il peut réussir à récupérer son pouvoir assez vite. Mais si vraiment tu lui tatanes le noyau, vu que c'est une phase de transition, en fait, le noyau va se briser et du coup, il va retomber au stade semi-humain. Du coup, en général, c'est vraiment bien affaiblir l'adversaire, quoi, de briser le noyau, dans son noyau de puissance. C'est un peu c'est vraiment pas dire c'est pas sympa, mais bon, si c'est contre un adversaire, dans lequel tu fais un combat à mort, c'est vraiment le meilleur moyen s'il est au stade humain, c'est vraiment le meilleur moyen pour gagner. Parce que c'est vraiment genre tu facilites ta reconnaissance de son noyau là. En fait, là vraiment tu facilites, hem, ta compréhension de son pouvoir et donc tu peux plus facilement faire des contres face à ses attaques. Là où avant tu n'avais pas d'informations plus que ça sur, son type de transformation, ce genre de choses. Vu que tu n'avais que ses attaques, donc tu pouvais te douter que c'était un type 2, mais vraiment le fait qu'il y ait un noyau, c'est vraiment pour marquer que c'est vraiment un type 2. Et voir ces transformations, ça peut t'aider à orienter ta réflexion. Si par exemple tu vois que c'est plus une transformation, lourde, genre, je sais pas moi, genre tu le vois pour utiliser ses attaques, il est obligé de transformer sa tête en, pas moi, en sanglier. Tu te dis qu'il doit avoir amélioré ses compétences physiques, donc c'est peut-être pas une bonne idée d'aller au corps à corps. Si tu vois que c'est plus une des transformations, du style, je sais pas moi, un serpent ou ce genre de choses, tu te dis: il a peut-être misé sur l'agilité et la constriction. Donc ce serait bien du coup, il doit avoir une défense un peu faible. Après, évidemment, tu rajoutes ces éléments-là avec ce que tu as constaté pendant ton combat. Genre, par exemple, si tu vois qu'il est rapide, mais qu'en même temps il a une très bonne défense, soit il va avoir une consommation de vie créée assez élevée parce que c'est la même transformation, soit il a deux transformations différentes et il alterne entre les deux. Du coup, tu peux essayer de saisir l'intervalle de transformation dans lequel il switch. Ou alors tu fais durer le combat pour essayer de voir, comment, tu peux, pour essayer de l'affaiblir sur le long terme, de le faire consommer sa vie créée et de faire une guerre d'attrition ou trouver une nouvelle faille dans sa défense pour pouvoir l'attaquer. Voilà, il y a plein de possibilités, mais en général, avoir plus d'informations, c'est vraiment une guerre d'informations, en fait, une bataille de vie créée. C'est à qui donnera le plus d'informations et qui arrivera à les en saisir.
Voilà. Désolé, j'ai mal au cou. Du coup, ouais, le type 2 à un certain niveau, il y a un énorme mind game encore une fois de est-ce que c'est un type 1, un type 2, un type 3? Et réussir à déterminer ça, ça peut te permettre de déterminer si, si sa consommation va être plus élevée ou pas, même si il est vrai que un type 2 très puissant va, être indiscernable d'un type 3, très clairement. Sauf s'il veut qu'on sache que c'est un type 3 ou un type 2. Parce qu'un type 2 qui maîtrise, énormément de choses et on le voit durer sur le combat, on peut se demander aussi si c'est pas un type 1, en fait. Du coup, juste partir de l'idée que c'est un type 3 et attendre vraiment leur carte, maîtresse, donc le domaine ou alors le stade spirituel ou les transformations, hein, ça dépend l'avancée du mec. Ça peut, ça peut orienter, ta réflexion et te permettre de trouver un contre assez rapidement. Par exemple, si tu vois que en fait, pour réussir à te battre contre un type 1, il faut vite déterminer quelle est la première racine pour pouvoir par la suite, essayer d'établir un plan d'action autour de ça. Maintenant que j'y pense, c'est pas du tout zoomé, donc vous voyez probablement rien, c'est terrible. Je suis désolé, je viens de remarquer ça maintenant. Donc pour un type 1, l'idée c'est de repérer, quelle est la vie créée originelle pour ensuite essayer de voir comment la contrer. Si par exemple, tu vois que la 1re racine c'était, je sais pas moi, l'eau, je te dis, donc cette vie créée va être inhérente, va avoir, du coup, va en fait cette 1re racine va impacter la création de toutes les autres racines. Donc trouver la faiblesse principale du type 1 va te permettre de trouver par la suite toute la réflexion derrière chaque racine qui a été créée à partir de ça et donc permettre de contrer, les racines plus facilement. Le type 2, ça peut se repérer dans la forme de tu te dis: «Il y a pas forcément de lien logique». Tu peux te dire, tu ne repères pas de lien logique, tu vois que l'adversaire dure en combat, tu te dis: «C'est peut-être un type 2 au stade humain ou spirituel» et là, c'est plus compliqué à se battre un type 2, hein, parce que tout dépend des vicrés que la personne a assimilés, enfin, des attributs qu'elle a assimilés avec sa bête et du style de combat aussi, hein. Parce une vicrée de type 2, ça peut être, aussi bien du corps à corps que de distance. Donc voilà. Si c'est genre dans les premiers stades, tu peux repérer facilement les transformations et essayer en fait, d'attaquer dans les intervalles de changement de transformation. Parce que c'est des intervalles, du coup, où la personne n'utilise pas de puissance, hein, n'utilise pas de vie créée et donc tu peux te permettre, d'attaquer parce qu'à ce moment-là, elle est, plus ou moins sans défense. Dans le stade humain, c'est déjà plus difficile à discerner. Faut repérer les habitudes de la personne, comment elle se bat, voir si elle a pas tendance à surprotéger un côté de sa zone, un côté de son corps, pardon et peut-être, ou peut-être même ça vaut de se demander si elle ne feinte pas, en fait, hein. Si elle se fait passer pour un stade humain alors qu'elle est stade spirituel, ça peut aussi totalement se jouer comme ça. Et quand tu es stade spirituel, bon là, tu es indiscernable et c'est vraiment si tu utilises, tes,
tes invocations spirituelles qu'on saura que ce que tu es, quoi. Donc bon, les combats, c'est vraiment de l'improvisation sur de l'improvisation et de l'analyse pour essayer de trouver quelle est enfin, comment battre la personne. Et enfin, le type 3. Alors, le type 3, le type apocalypse. Apocalypse. Hop, hop. Ah, il n'y a plus de musique. Ah, il n'y a plus de musique. Donc le type 3, alors c'est le type le plus, on dirait volatile. Ouais, c'est ça, on va dire volatile. Non, peut-être pas volatile, plus versatile. Elle la plus polyvalente, tiens, c'est très bien, au lieu de chercher des mots. Plus polyvalente des vicrées et aussi la plus dangereuse. Alors le type 3, sa particularité c'est que tu peux donc du coup avoir accès à tout ce qui est possible au niveau de ce qui se fait dans l'imaginaire. Hein. Ça veut dire que tu peux aussi bien naturellement donc invoquer des éclairs, du feu, faire des raz-de-marée, des tremblements de terre, manipuler l'espace-temps. Enfin, voilà. Le type 3, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il a deux gros défauts. Il a très peu de vie créée, et la vie créée qu'il utilise, quand elle n'est pas contrôlée, elle est au maximum de ses capacités. Ça veut dire naturellement un type 3, s'il ne contrôle pas son débit de vie créée, il va tout claquer dans une seule attaque. Et selon ses ressources, évidemment, et selon l'action qu'il va entreprendre, une vie créée peut être surconsommée et une vie créée qu'il veut utiliser peut être utilisée, mais avec en contrepartie, on pourrait dire une sorte de chute dans le côté obscur. Bon, je vais détailler ça après. Du coup, le type 3, c'est très peu de vie créée et un débit de vie créée qui est excessif, quand il n'est pas contrôlé. Ce qui fait qu'un type 3, dans un premier temps, doit apprendre à optimiser son utilisation de vie créée. Parce que les pools de vie créée, en fait, ils sont assez fixes. Ils évoluent très rarement, sauf sur certaines conditions. Et donc, en fait, tu dois apprendre à te débrouiller avec ce que tu as comme vie créée. Et donc, un type 3, par exemple, doit apprendre à totalement optimiser sa vie créée. Ou alors, en fait, il va pas être très utile sur le terrain, quoi. Il va faire une attaque et puis c'est fini. Ah, je suis désolé, je suis fatigué. Du coup, ouais, c'est ça. Il faut qu'il apprenne à optimiser sa vie créée et il peut après, ensuite, qu'il a ça, soit soit élargir son champ des possibles, donc être un peu touche à tout pour avoir des réponses à tout, soit se restreindre volontairement pour pouvoir pousser un aspect qu'il a envie de creuser. Par exemple, du coup, donc on va appeler moi je les appelle les généralistes et les spécialistes, comme les médecins, un peu comme les médecins. Donc les généralistes, c'est les types 3 qui sont un peu touche à tout, qui ne se limitent pas, mais qui
du coup, ne pousse rien vraiment à fond, quoi. Parce que, bah, on reste quand même, avec une durée de vie, hein, donc tu ne peux pas pousser tout à fond. Ou alors tu as les spécialistes qui, eux, se limitent à un seul domaine et qui vont y exceller parce ils vont pouvoir optimiser, chaque aspect du truc pour pouvoir, coller totalement à la chose. Donc, par exemple, si un type 3 se spécialise dans le domaine de l'infiltration, il va pouvoir, choisir, une manipulation de son précise et l'optimiser. Il va pouvoir, je sais pas, par exemple, manipuler, les ombres pour pouvoir, se cacher. Aussi, je sais pas, endormir les gens ou alors, se faire en sorte qu'ils, deviennent invisibles. Enfin, ce genre de choses et donc ce qui fait qu'un type 3 peut, totalement, peut, sur certains aspects, dépasser les 2 autres types parce que, bah, il développera, toutes les vies créées qui lui seront nécessaires pour être parfait dans son rôle. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour le type 3. Donc ouais, hein, peu de vies créées, peut se spécialiser ou rester généraliste et doit optimiser sous peine de, pouvoir rien foutre. Ouais, donc un type 3, il doit apprendre en fait à se restreindre dans son utilisation de vie créée. C'est ça la différence par rapport aux 2 autres types où ils doivent apprendre à développer leur vie créée. Lui, il doit apprendre à se restreindre parce qu'il est déjà en fait développé au max. Mmh. Est-ce que j'ai vraiment d'autres choses à dire sur le type 3? Je sais pas si j'ai autre chose à te dire dessus. Moi, je pense que c'est à peu près tout. Moi, le type 3, il y a très peu de choses, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est la liberté, en fait. C'est vraiment tu peux faire tout et n'importe quoi avec, donc il y a pas vraiment besoin de plus, développer la chose. Donc maintenant, les dangers de la vie créée. Alors, le danger de la vie créée, hein, le danger principal. Alors, je ne l'ai pas encore introduit dans mon livre, mais si vous regardez cette vidéo, vous le saurez.
Le danger de la vie créée, c'est en fait, comment je pourrais appeler ce truc? Parce que autant lui donner un petit nom maintenant. Ce serait genre, la corruption. Ouais, la corruption, on va dire. En fait, tu peux utiliser de la vie créée, mais il faut apprendre à connaître ses limites. Sinon, en fait, la vie créée va s'activer et va épuiser toutes tes réserves de vie créée. Si tu décides de faire un truc qui est au-delà de tes moyens, elle peut utiliser toutes tes réserves de vie créée et pomper ailleurs. Mais ce ailleurs, en fait, c'est c'est pas, c'est une sorte, en fait, c'est de toi-même. Ça pompe ta propre énergie vitale, en fait. Et cette énergie cette consommation, en fait, excessive de vie créée comment je pourrais expliquer ça? Va te faire perdre la tête, en fait. Tu vas devenir esclave de la vie créée que tu auras utilisée. Par exemple, un mec décide de faire je sais pas moi, par exemple, une énorme boule de feu, mais il n'en a pas les capacités, il n'a pas la vie créée nécessaire pour pouvoir l'invoquer. Mais il décide quand même de l'invoquer, et il utilise du coup toute sa consommation de vie créée, et il va piocher dans sa réserve d'énergie vitale. Sauf qu'une fois qu'il a fait ça, en fait, selon à quel point il a pioché dans la réserve d'énergie, donc dans sa vie, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se passer. Le premier phénomène, c'est soit il est allé au-delà de ses moyens, mais pas trop. Donc là, c'est pas vraiment de la corruption, c'est juste le mec s'est épuisé à la tâche. Et du coup, il va avoir juste énormément mal au corps. Il va vraiment avoir des douleurs dans le corps, extrêmes, mais rien de grave en soi. S'il puise beaucoup de vie créée, il va en fait du coup activer le phénomène, mais il va aussi, du coup en fait sa vie créée intérieure ne va plus se contrôler, vu que en même temps qu'il active son phénomène, bah, lui il perd en vie, donc on peut dire qu'il perd un peu connaissance, et du coup le phénomène activé, il va être instable, et du coup il va se passer une énorme explosion de vie créée qui va ratiboiser plus ou moins les environs selon le degré d'invocation qu'il voulait faire. Et enfin, il y a le truc le plus extrême du coup. Là, c'est en général, c'est vraiment une consommation vraiment lourde en vie créée et une consommation quasi totale dans ton essence de vie. C'est que tu vas devenir ce qu'on appelle, ce que je vais appeler un corrompu. Donc le corrompu, qu'est-ce que c'est? C'est, on pourrait dire, une sorte de démon né de la vie créée. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire ton corps reste, mais ton esprit n'est plus là, vu que ton esprit a été totalement pompé par la vie créée. Hein. Et du coup, c'est un peu la vie créée qui va animer ton corps et va l'utiliser à ses fins, va l'utiliser dans une logique d'autodestruction, en semant le chaos et le désordre autour de lui. Et du coup, un mec qui a été corrompu va, selon son degré de maîtrise, être plus ou moins dangereux. Ça veut dire un mec corrompu qui avait un niveau de maîtrise bas, donc qui n'était pas plus important que ça, pour les deux premiers, hein, pour le type 1 et le type 2. Donc quelqu'un qui n'avait pas énormément développé sa vie créée ne sera dangereux sans plus. C'est-à-dire il sera dangereux dans le sens où il a quand même une vie créée,
il y a quand même une vitrée active, mais ça va quoi, c'est pas non plus un panel gigantesque de vitrée. Si c'est un mec qui maîtrisait très bien la vitrée, qui chute dans la corruption, là déjà ça devient plus compliqué. Là, ça veut dire que selon le degré de vitrée, en fait, vu que la vitrée devient plus affinée, plus optimisée, et en plus, il y a aussi des réflexes qui restent. On peut dire que la vitrée a aussi des réflexes de survie, quoi. Ce qui fait qu'elle va pouvoir utiliser le panel qu'il a en fonction des actions qui sont entreprises contre elle. Et c'est très dangereux. Ça veut dire c'est vraiment une sorte de monstre lâché en liberté avec de la vitrée et qu'il va utiliser sans vergogne, quoi. Et aussi, il y a du coup le type 3 qui est du coup les corrompus limite les plus dangereux selon le degré d'invocation de vitrée que la personne corrompue avait décidé de faire. Vu que le type 3 est de base, comment on pourrait dire, est de base une bombe dont on apprend à contenir l'explosion, bah, une bombe où on a lâché la sécurité va faire énormément de dégâts. Ce qui fait qu'un type 3 corrompu, en fait, le protocole pour pouvoir le contenir, c'est vraiment, pendant sa phase de corruption, c'est vraiment le buter pendant cette phase-là. Parce que un type 3 corrompu en liberté, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 10 ogives nucléaires qui sont sur le point d'exploser. C'est un type 3 en liberté, surtout que il y a une logique d'autodestruction du corps, ça veut dire la personne peut utiliser une vitrée excessive. Et du coup, bah, je sais pas moi, mais bon, selon les types 3, ça peut, et selon le type de vitrée aussi que la personne voulait utiliser, parce que c'est le type de vitrée qui est utilisé qui va orienter les actions du corrompu. Par exemple, un corrompu de type 1 qui voulait utiliser, je sais pas moi, une manipulation des airs, donc de l'air, quoi, et qui se fail, bah son corrompu va être orienté sur de l'air. C'est-à-dire il va garder la logique du dernier pouvoir utilisé. Donc, si un type 3 qui voulait invoquer, je sais pas moi, un volcan, ou alors du magma, plutôt du magma, s'il voulait se dire tiens je vais créer une zone de magma pour pouvoir l'utiliser à ma guise et aider mes collègues, eh bien on risque de se retrouver avec une chaîne volcanique, quoi. Parce que le type 3 il s'en fiche de son corps, il veut juste détruire sans aucune limitation. Et évidemment aussi un corrompu qui se bat s'auto-détruit en fait et se désagrège petit à petit, mais c'est les dégâts qu'il va faire pendant sa phase d'autodestruction qui peuvent être plus ou moins élevés. Et c'est pour ça qu'un type 3 peut certes peut-être pas être le mec qui va durer le plus longtemps, mais qui va probablement faire le plus de dégâts. Parce qu'il va utiliser son pouvoir à 100% de ses capacités. Du coup, voilà, c'est ça le plus grand danger de la vie créée, en fait.
Comment je pourrais tourner ça? La vicrée va devenir instable durant le transfert. De l'essence vitale vers la vicrée utilisée, ce qui va entraîner un évanouissement de la personne et une perte de contrôle résultant dans l'explosion de la vicrée. Ouais, voilà. Ou une phrase très longue. Et du coup, le dernier. Utilisation largement les capacités de l'individu. La personne va brûler toute son essence vitale et devenir un corrompu. Une coquille vide animée par le désir d'autodestruction et de chaos. Alors, le pouvoir du corrompu dépend de la vicrée utilisée pour la dernière fois et sa puissance dépend du niveau de maîtrise de la personne qui a chuté dans la corruption. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois que non. Je vais juste mettre ça comme ça. Ça en gras pour mettre ça en évidence. Mettre... Juste mettre les conséquences en gras. Du coup, oui, tu peux théoriquement dépasser, mais un petit peu. Si tu dépasses vraiment légèrement ton utilisation de vicrée, ça peut aller. Tu peux te permettre. C'est genre en gros essayer d'augmenter artificiellement tes capacités de vicrée en allant piocher un peu dans ton essence vitale. Bon, c'est pas non plus des pertes excessives, hein, mais ça peut être par exemple quelques minutes, quelques heures, quoi. C'est vraiment en fait, c'est vraiment la dernière étape qui est vraiment la plus dangereuse en fait, parce que c'est l'étape qui peut causer le plus de dégâts. Hi, nice stream. Je
Désolé, je ne parle pas très bien allemand. Mais merci de dire que mon stream est sympa. J'espère que tu arrives à comprendre ce que je dis. Dit Cousys. Donc, est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Je ne crois pas. Je vais sauvegarder le truc. Je vais rajouter la date d'aujourd'hui pour dire qu'à ce moment-là, j'étais à ce niveau de développement. Voyons voir. De Vicré 24/01 2021. Voilà. Ah mince, c'est pas valide. Bon. Voilà. C'est enregistré. C'est... Bon bah voilà, j'avais juste prévu ça ce soir. Il n'y avait pas non plus autre chose de prévu. Peut-être, on va peut-être jouer un petit peu. J'hésite. Non, je pense que ça ira. Je vais juste changer la capture pour... Je sais pas. Non, allez, hop. Voilà. Ni vu ni connu. Bon, au moins, c'est une capture un peu plus propre, quoi. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Si cela vous a plu, vous pouvez partager la vidéo, liker, suivre la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Et bon, déjà, j'espère aussi que ça a un peu éclairé et expliqué un peu plus, vu que j'ai expliqué en détail un peu plus les types de Vicré, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux. Et bah voilà, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Donc bah merci d'avoir suivi cette VOD ou ce stream, et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Allez, salut!